Hi guys, it seems we need to talk about Mike. Now, many of you have been asking whether I'm still speaking with him, whether I'm upset with him, or whether in fact... Pendant des années, Ed China était le génie tranquille derrière l'établi de Wheeler Dealers, celui qui faisait paraître les réparations impossibles faciles. Puis un jour, il a disparu. J'ai bien peur que ce soit vrai et j'en suis vraiment désolé. Après 13 ans passés à réaliser Wheeler Dealers, je vais maintenant quitter la série. Voici l'histoire de ce qui s'est passé après qu'Ed a quitté la télévision. S'est réfugié dans son atelier et a commencé à construire discrètement quelque chose que personne n'avait vu venir. Ils ont ouvert le garage d'Ed China. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur vous laissera sans voix. La vérité, c'est bien plus étrange que la fiction. Le départ soudain, en mars 2017, Ed China a choqué les fans de Wheeler Dealers en annonçant son départ de la série automobile de longue date et appréciée. Pendant plus d'une décennie, ce grand et affable mécanicien avait été le cœur de la série, réputé pour ses explications calmes et ses réparations mécaniques approfondies. Mais après 13 saisons et des centaines de transformations de voitures, Ed a décidé de prendre ses distances. Et ce n'était pas parce qu'il avait perdu tout intérêt pour les voitures. Les raisons étaient plus profondes. Des divergences créatives avec la nouvelle direction de l'émission et un conflit sur le devenir de Wheeler Dealers. L'émission, initialement une série britannique à petit budget, était devenue un succès mondial. Ed était associé à Mike Brewer, co-animateur. Mike s'occupait de l'achat et de la vente des voitures d'occasion, tandis qu'Ed s'occupait des révisions mécaniques. Ce qui a fait la particularité de Wheeler Dealers, ce sont les séquences d'ateliers détaillées d'Ed. Les téléspectateurs ont pu voir l'avant et l'après. Ils ont appris le processus, les rouages, les subtilités et les solutions de contournement nécessaires pour redonner vie à une voiture d'occasion. Cette transparence, ce respect du métier, sont devenus la pierre angulaire de l'identité de la série. Mais le changement était imminent. En 2017, Discovery Channel a annoncé que la production de Wheeler Dealers serait transférée du Royaume-Uni aux États-Unis, sous le contrôle d'une nouvelle société de production. Ce changement a entraîné une nouvelle approche de la production. D'après la vidéo de départ d'Ed, visionnée des millions de fois en quelques jours, les producteurs souhaitaient réduire les séquences d'atelier, moins de séquences de réparation approfondies, et des montages plus épurés pour un rythme plus soutenu et une durée plus courte. Ed n'était pas d'accord. Dans la vidéo, il expliquait son raisonnement avec calme mais ferme conviction. Il affirmait que cette approche nuirait à la valeur pédagogique de l'émission. Le risque, selon lui, ne concernait pas seulement le format, mais aussi son intégrité. Si les spectateurs ne pouvaient plus voir l'œuvre de manière suffisamment détaillée, l'émission dériverait vers un divertissement superficiel, plutôt que vers une véritable documentation de la restauration automobile. Pour Ed, c'était une ligne rouge. Et plutôt que de faire un compromis, il a abandonné. Des rapports internes à l'industrie à l'époque suggéraient que des tensions montaient en coulisses depuis un certain temps. Ce changement de production impliquait également un changement de priorité, passant des détails mécaniques à un attrait général, des racines britanniques à l'influence américano-polonaise. Ed, qui avait bâti son personnage à l'écran sur la transparence et l'accompagnement pratique, ne se voyait pas à sa place dans cet avenir. Son départ a pris les fans de court. Les réactions ont été vives et immédiates. Les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux. Certains étaient en colère, d'autres encourageants, beaucoup simplement déchirants. Pour de nombreux téléspectateurs de longue date, Ed était l'âme de la série. L'autorité discrète avec laquelle il gérait tout, des boulons grippés aux réparations complètes de moteurs, avait fait de lui un mécanicien télévisuel d'un genre rare. Quelqu'un en qui on avait confiance. Quelqu'un dont on pouvait apprendre. Mike Brewer a également réagi publiquement, exprimant sa tristesse face à la décision d'Ed et réaffirmant son engagement à poursuivre l'émission. Mais même s'il accueillait un nouveau co-animateur, l'ancien mécanicien de Formule 1 Ansted, il ne faisait aucun doute que les relations entre les deux hommes seraient différentes à l'avenir. L'alchimie entre Mike et Ed avait pris des années à se construire. Leur dynamique n'était pas facile à recréer. Ed, pour sa part, n'a pas réagi violemment. Il a évité le drame et s'est abstenu de rejeter la faute sur les autres, offrant plutôt aux fans une explication calme et raisonnée. Mais les implications étaient claires. Le style de marchandage qui avait fait sa renommée ne lui permettait plus de faire ce en quoi il croyait. Il y avait aussi des conséquences personnelles. Selon des articles parus dans des médias comme The Sun et Metro, Ed et Mike ont tous deux essuyé des réactions négatives de la part des fans, parfois virulentes, parfois mal avisées.
Ed a reconnu plus tard que sa décision avait suscité de vives émotions et que, même s'il s'en tenait à son choix, les conséquences n'avaient pas été faciles. Dans les interviews qui ont suivi, il a qualifié ce départ de triste mais nécessaire. Une limite avait été franchie, et pour quelqu'un qui valorisait la qualité par-dessus tout, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et puis, il disparut. Pendant près d'1 an après avoir quitté les affaires, Ed reste discret. Pas de nouveau spectacle, pas d'annonce majeure. Les fans se demandaient sur quoi travaillait-il. Était-il épuisé? En avait-il fini avec la télévision? Les réponses viendraient, mais pas toutes de suite. Ed China avait d'abord besoin de temps, du temps pour réfléchir. C'est recentrer, comme nous le découvririons plus tard, construire quelque chose de nouveau dans les coulisses de son propre garage. Dans le vide. C'était une absence curieuse et inhabituelle. Ed était depuis longtemps une figure visible du monde automobile, non seulement grâce au salon, mais aussi grâce à des événements publics, des interviews et des apparitions dans des salons automobiles à travers le Royaume-Uni et au-delà. Alors, lorsque les nouvelles ont cessé de venir, les spéculations ont comblé le vide. Avait-il définitivement quitté la télévision? Était-il épuisé? Travaillait-il sur quelque chose en secret? Les questions s'accumulaient, mais les réponses restaient obscures. Ce que l'on sait de cette période est minime, mais révélateur. Ed n'a pas complètement disparu. Il s'est simplement replié sur lui-même. D'après des informations confidentielles et des interviews des années suivantes, il était retourné à son atelier, ce même garage qui avait vu naître nombre de ses inventions antérieures, comme la chaise de bureau motorisée et le canapé homologué. Cette fois, cependant, past camera, past scenario, pas de délais externes, juste des outils, des idées et du temps. Ses proches le décrivaient comme une période de ressourcement. Après des années de tournage aux horaires serrés et de travail dans les contraintes de la production télévisuelle, il était soudain libre d'avancer à son rythme. Et il l'a fait. Il n'était pas inactif, loin de là, mais son attention s'est déplacée. Plutôt que de créer du contenu, il construisait pour le plaisir de construire. C'était un retour aux principes fondamentaux. Il expérimentait, résolvait des problèmes par envie, et non par obligation. L'un des thèmes récurrents chez ceux qu'il connaissent est qu'Ed n'a jamais cessé de réfléchir. Même hors de la vue du public, il dessinait, prototypait, revisitait des projets abandonnés depuis longtemps. Certaines de ses idées dataient d'avant Wheeler Dealers, des concepts qui n'avaient jamais vraiment trouvé leur place dans une exposition, ou des inventions qui nécessitaient du temps et de l'intimité pour aboutir. Désormais, il avait les deux. Quelques rapports non confirmés à l'époque suggéraient qu'il expérimentait la conversion de véhicules électriques. Cela n'aurait rien d'étonnant. Ed a toujours été intéressé par le développement durable et les motorisations alternatives. Certains ont même suggéré qu'il travaillait sur un moyen de moderniser les voitures classiques avec des transmissions électriques modernes, tout en préservant leur caractère. Mais ce n'était que des rumeurs. Aucune preuve tangible n'est apparue cette année-là pour confirmer ce qui se passait derrière ces portes de garage fermées. Ce qui a filtré, en revanche, c'est la curiosité des fans. Les forums en ligne étaient remplis de discussions demandant où Ed était passé. Les commentaires YouTube se sont illuminés avec de vieux extraits de Wheeler Dealers, remplis de nostalgie et d'inquiétude. Certains fans ont spéculé qu'il avait définitivement quitté l'industrie. D'autres pensaient qu'il préparait quelque chose de grand. Mais la plupart espéraient simplement qu'il allait bien, mentalement, physiquement et créativement. Cette inquiétude n'était pas infondée. Quitta une grande série, surtout une série qui a marqué votre carrière, a des conséquences. Ed lui-même a admis plus tard que la transition avait été émotionnelle et difficile. Bien qu'il soit resté serein lors de ses adieux, il venait de couper les ponts avec une plateforme mondiale, un revenu stable et un projet dans lequel il avait investi des années d'énergie. Il n'est pas exagéré de penser qu'il lui a fallu du temps pour assimiler tout cela. Il y a aussi la question du burn-out. Des années de délai de production serré, de pression pour livrer et de surveillance constante des producteurs. Des fans et des dirigeants peuvent épuiser même les plus résilients, selon certaines sources proches de l'industrie. Ed avait exprimé discrètement sa frustration dans les mois précédant son départ. L'étincelle créative était toujours là, mais l'environnement ne la soutenait plus. Le garage est donc devenu un sanctuaire. Durant cette période, Ed s'est également éloigné des réseaux sociaux. Son compte Twitter s'est tu. Sa chaîne YouTube est inactive. Pour quelqu'un si étroitement associé au DIY et à la transparence, le silence était presque inquiétant. De temps en temps, des murmures surgissaient.
quelques fans aux yeux de lynx rapportèrent l'avoir aperçu lors de salons d'ingénierie locaux ou assistant discrètement à des rassemblements de voitures de collection. Ces observations ne firent qu'alimenter les spéculations. Réalisait-il des études de marché? Recrutait-il des collaborateurs? Testait-il une nouvelle invention en secret? Personne ne le savait avec certitude, et Ed ne le disait pas. Pourtant, plus le silence se prolongeait, plus le mystère grandissait. Que se passait-il dans ce garage? Ed profitait-il simplement d'une pause bien méritée ou, comme à son habitude, était-il en train de reconstituer quelque chose qui allait surprendre tout le monde? À mesure que 2018 avançait, l'impatience montait. Quelques nouvelles énigmatiques apparurent. Brief articles de blog, mentions dans des interviews, allusions subtiles à un événement imminent. Ed n'avait pas disparu, il travaillait simplement en cachette. Et puis, presque un an jour pour jour après son départ de la télévision, une nouvelle vidéo est apparue sur YouTube. Pas de fanfare, pas de campagne de promotion. Juste une vidéo intitulée Garage Revival. Épisode 1. Le nom disait tout. Mais avant que le retour ne puisse avoir lieu, cette année de silence avait servi à quelque chose. Ce n'était pas un vide, c'était une période d'incubation. Et ce qui couvait dans l'ombre de ce garage allait tout changer. En mai 2018, Ed China est revenu, mais pas à la télévision. Il est revenu à ses propres conditions, à travers une série YouTube autoproduite intitulée Ed China's Garage Revival. Après près d'un an de silence, les fans ont été accueillis non pas par un battage publicitaire ou un rebranding tape à l'œil, mais par quelque chose de plus simple, de plus pur et d'incontestablement Ed. Le concept était rafraîchissant et pragmatique. Trouver des personnes ayant entrepris des projets de restauration automobile et les aider à terminer ce qu'ils n'auraient pas pu réaliser seuls. Dans chaque épisode, Ed visitait des garages à travers le Royaume-Uni, travaillant avec des passionnés dont les véhicules étaient restés en sommeil pendant des années, que ce soit par manque de temps, de compétences techniques ou d'argent. Ces projets étaient au point mort, et Ed était là pour les relancer. Mais Garage Revival ne concernait pas que les voitures. Il s'agissait aussi de personnes. L'émission abordait un fil conducteur émotionnel plus profond, la frustration des rêves inachevés, la passion derrière chaque image floue et le soulagement ressenti lorsque quelqu'un obtient enfin l'aide nécessaire pour avancer. Ed ne se contentait pas de réparer des moteurs, il redonnait de l'élan. Le premier épisode était centré sur une Volkswagen Golf GTI classique, abandonnée à mi-chemin de sa reconstruction. Le propriétaire, qui avait fait tout ce qu'il pouvait avec des outils et des connaissances limitées, a accueilli Ed dans le chaos de son projet inachevé. S'en est suivi une évaluation méthodique et honnête de l'état de la voiture. Ed ne s'est pas laissé prendre à la caméra. Il n'a pas simplifié les choses pour le plaisir du drame. Il s'est mis au travail, a mis la main à la pâte et a expliqué précisément ce qu'il fallait faire et pourquoi. Ce ton est devenu la marque de fabrique de Garage Revival. Il était incontestablement authentique. Pas de voix off, pas de musique préenregistrée. Juste un appareil photo, une voiture. Et Ed faisant ce qu'il a toujours fait de mieux, expliquer des problèmes mécaniques complexes en langage clair. Si une conduite de frein était grippée, il montrait comment la débloquer. Si une boîte de vitesse était désynchronisée, il expliquait la logique interne de son fonctionnement. Pour les fans qui avaient manqué ces épisodes approfondis sur Wheeler Dealers, c'était comme un retour aux sources. Les valeurs de production étaient modestes par conception. Ed n'était plus soutenu par un studio de télévision. Il n'y avait plus de producteur exécutif qui dirigeait le format. Pas de délai de diffusion serré. Il avait le contrôle. Il écrivait, présentait et participait même à la réalisation du montage. Ce n'était pas très élégant, mais c'était authentique. Et c'était précisément le but. La réaction a été immédiate. Le premier épisode a été vu des centaines de milliers de fois en quelques jours. Les commentaires ressemblaient à des retrouvailles. Les fans lui souhaitaient la bienvenue, le remerciant d'être resté fidèle à son style et se réjouissant que sa passion n'ait pas été émoussée par les retombées de la crise. Certains ont même dit que la série était meilleure que Wheeler Dealers. C'était plus personnel, plus accessible, plus centré sur le pourquoi de chaque réparation. En coulisses, le lancement de Garage Revival a également été un test décisif. Selon des sources proches du secteur, Ed hésitait à revenir sur le devant de la scène. La série YouTube lui a permis de tâter le terrain sans s'engager dans un contrat à long terme. Elle lui a donné l'espace nécessaire pour expérimenter et rétablir un lien direct avec son public, sans interférence. Elle a également marqué un tournant dans sa façon d'interagir avec sa communauté.
Pour la première fois, les fans pouvaient commenter directement son travail et recevoir des réponses. Ils pouvaient suggérer des voitures à présenter, des techniques à expliquer, ou même signaler des détails qu'il aurait pu oublier. Au cours des mois suivants, d'autres épisodes ont suivi. Un héros de triomphe ici. Un Land Rover abandonné là. Chaque histoire se déroulait lentement et sans raccourci. Il ne s'agissait pas de transformations spectaculaires sur fond de montages musicaux. Il s'agissait de réparations authentiques, avec des contraintes réelles, des réparations improvisées, des boulons récalcitrants, des accrocs inattendus, le genre de travail que tout bricoleur connaît bien. Et c'est ce qui a fait le succès de Garage Revival. Ce n'était pas une question de perfection, mais de persévérance. Ed ne montrait pas aux téléspectateurs comment construire des voitures d'exposition. Il leur montrait comment réaliser correctement ce travail unique, celui qu'on évite depuis des mois. Ce faisant, il a retrouvé l'esprit du contenu éducatif et pratique sur l'automobile, un aspect qui avait progressivement disparu des médias automobiles grand public. Il convient de noter que si Garage Revival n'a pas connu un succès phénoménal, ce n'était pas nécessaire. C'était un projet personnel, une façon pour Ed de renouer avec ce qu'il aimait tout en restant indépendant. Et pour les téléspectateurs qui suivaient son parcours depuis des années, c'était un message clair. Il n'avait pas disparu. Il avait juste fait un détour. Fin 2018. Ed avait prouvé qu'il pouvait tracer sa propre voie. Il n'avait pas besoin d'un studio à gros budget pour rester dans la course. Il ne lui manquait plus qu'un appareil photo, un projet à terminer et une raison de se retrousser les manches. Avec Garage Revival, les lumières de l'atelier étaient de retour. Et cette fois, elles étaient toutes à lui. Derrière les portes. Après un certain temps, une visite privée a été organisée. Ils ont ouvert le garage d'Ed China. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur vous laissera sans voix. Caché derrière des portes banalisées, au-delà d'une allée encombrée et d'étagères remplies de pièces oubliées, se trouve l'atelier où Ed a passé des années à construire tranquillement un monde qui lui est entièrement propre. Et une fois à l'intérieur, difficile de savoir où regarder en premier. Contre un mur trône le tristement célèbre canapé homologué, un véhicule assemblé à partir de fauteuils, de composants de suspension et d'une pure excentricité. À proximité se trouve la salle de bain motorisée, des toilettes sur roues entièrement fonctionnelles, avec plomberie et colonnes de direction. Il ne s'agissait pas de simples gadgets pour rire, mais de véritables véhicules immatriculés qui circulaient autrefois dans les rues, témoignant des possibilités offertes par l'ingénierie et l'imagination. Mais au milieu de cette merveille et de cette fantaisie, une découverte s'est démarquée. Et pas pour le mieux. Selon les personnes présentes lors d'une rare visite privée du garage, caché dans un coin sombre du fond, se trouvait un prototype partiellement démonté. Autrefois destiné à une démonstration publique qui avait visiblement mal tourné. Il s'agissait d'un tabouret de bar autoguidé, une expérience de mobilité individuelle compacte utilisant la stabilisation gyroscopique. Mais le projet avait été abandonné dans un état que l'on ne peut qualifier que d'inquiétant. Des fils pendaient de boîtiers de commande calcinés. Des traces de brûlure noircissaient que le contreplaqué en dessous. Un témoin a affirmé que le boîtier de la batterie au lithium avait manifestement subi un événement thermique et que des résidus carbonisés étaient encore visibles sur les équipements environnants. Aucune blessure n'a été signalée. Mais les preuves suggéraient qu'Ed avait évité de justesse un grave incendie dans son atelier. Pour un créateur réputé pour son contrôle et sa précision, c'était un rare aperçu des risques d'une innovation incessante. Comme l'a dit un initié du secteur, cette chose semblait vouloir se cuire vivante. Et même si c'est une hypothèse horrible, même si elle est plausible, elle est pertinente. Le garage n'est pas seulement un terrain de jeu. C'est un laboratoire. Ed ne filtre pas ses idées. Il les suit. Certaines deviennent des merveilles homologuées pour la route. D'autres, comme le tabouret de bar autodirecteur, connaissent des accidents spectaculaires lors de la phase d'essai. Mais chaque boulon, chaque croquis, chaque prototype couvert de suie raconte la même histoire. Un esprit qui ne cesse de construire. C'est le côté d'Ed que le public voit rarement. Au final, il est un inventeur solitaire, entouré d'expériences qui brouillent la frontière entre génie et folie. Et si certaines de ces expériences se soldent par 1 ou 2 échecs, cela prouvait jusqu'où il est prêt d'aller pour créer quelque chose que personne d'autre n'oserait tenter, la réinvention. Après le succès modeste mais touchant de Garage Revival, Ed China se trouvait à un tournant décisif. Il avait prouvé qu'il pouvait faire cavalier seul, que son nom, sa réputation et sa passion suffisaient à faire tourner une série sans le soutien d'une grande chaîne. Mais pour Ed, se réinventer ne se résumait pas à un retour au cinéma.
Il s'agissait de faire évoluer son rôle dans le monde de l'automobile. Son absence des chaînes de télévision grand public lui avait permis de réévaluer non seulement sa carrière, mais aussi ses priorités en tant que créateur et ingénieur. Alors que beaucoup le connaissaient encore comme l'homme de Wheeler Dealers, Ed avait passé des années à réfléchir discrètement au-delà des moteurs à combustion traditionnels. Bien avant que l'essor des véhicules électriques ne se généralise, il expérimentait déjà des concepts de transport durable, des motorisations alternatives et des modernisations hybrides. Désormais, avec une plateforme entièrement sous sa main, il pouvait enfin rendre cette réflexion publique. En avril 2021, Ed a lancé une nouvelle série sur YouTube, Ed China's Workshop Diaries. Le format était simple, mais la vision était plus vaste, contrairement à Garage Revival, qui consistait à aider les autres à finaliser leurs projets en suspens. Workshop Diaries emmenait les spectateurs directement dans le garage d'Ed, son univers intime d'outils, de projets et de prototypes. C'était un retour au type de contenu approfondi et éducatif qui avait fait sa renommée, mais avec une touche d'avant-garde. L'émission proposait des épisodes hebdomadaires, la plupart d'une durée de 20 à 40 minutes, présentant des sujets aussi variés que le démontage de moteurs ou l'analyse de composants de véhicules électriques. Mais c'est son ton qui la distinguait. Workshop Diaries ne cherchait pas à remplacer une émission de télévision sophistiquée et survoltée. C'était intime, honnête et rythmé. Ed s'adressait à la caméra comme un vieil ami, guidant les spectateurs à travers chaque étape d'un projet, détaillant non seulement ce qu'il faisait, mais aussi pourquoi. L'un de ses premiers projets concernait la conversion d'une vieille Mini classique à l'énergie électrique. C'était une preuve de concept. Ed voulait démontrer que les conversions électriques n'étaient pas forcément sans âme. Ce caractère, ce charme et cette esthétique classique pouvaient perdurer, voire prospérer, associés à des transmissions modernes. Les spectateurs ont pu découvrir le travail d'ingénierie pratique, adaptation des supports de moteur, sélection des batteries, câblage des unités de commande. Rien n'était négligé. Et le message était clair. Il ne s'agissait pas seulement de réparation automobile, il s'agissait d'ingénierie durable aux implications concrètes. Au fil de la série, Workshop Diaries a élargi son champ d'action. Certains épisodes se sont penchés sur des travaux de restauration traditionnels, comme la remise à neuf de systèmes de suspension, le dépannage de boîtes de vitesse ou le diagnostic de problèmes de systèmes d'alimentation en carburant. D'autres ont exploré des sujets plus conceptuels, comme le développement de panneaux de carrosserie légers à partir de matériaux recyclés ou l'expérimentation de systèmes de freinage régénératif sur d'anciennes plateformes. Il y a même eu des épisodes où Ed testait des outils maison ou proposait de longues séances de questions-réponses basées sur les questions des téléspectateurs. Aucun sponsor n'a imposé le contenu. Aucun annonceur n'a influencé l'orientation. C'était une question de curiosité et de savoir-faire. Sans interruption, à bien des égards. La série représentait la déclaration d'intention la plus claire d'Ed à ce jour. Un mélange d'éducation, d'innovation et d'accessibilité. Il bousculait les idées reçues, encourageant amateurs et professionnels à considérer leur garage non pas comme un espace de stockage, mais comme un laboratoire. Les réactions à Workshop Diaries ont été extrêmement positives. Les commentaires des fans, anciens et nouveaux, ont afflué, saluant la clarté des explications, la profondeur des connaissances et le calme absolu que la série procurait. Ce n'était pas tape à l'œil, mais c'était profondément satisfaisant. Les téléspectateurs avaient le sentiment d'apprendre auprès de quelqu'un qui se souciait de l'avenir de la mobilité. La série avait également un fil conducteur émotionnel non exprimé. Épisode après épisode, on sentait qu'Ed avait mis du temps à guérir après son départ de Wheeler Dealers. Il n'y avait aucune amertume, juste une confiance tranquille en sa capacité à retrouver sa voie. La série était thérapeutique, une réintroduction lente et progressive d'un homme au monde, selon ses propres conditions. À l'aube de sa deuxième année, Workshop Diaries avait dépassé le stade d'une chaîne YouTube spécialisée. C'était devenu un véritable pôle d'attraction, une communauté d'ingénieurs, de bricoleurs, de passionnés de voitures anciennes et de visionnaires partageant les mêmes idées. Ed invitait occasionnellement des invités, parfois d'anciens collaborateurs ou des amis du secteur, mais l'attention ne s'est jamais détournée. Il s'agissait d'un spectacle solo axé sur le travail honnête, la réflexion approfondie et l'ingénierie. Et cela mène naturellement à une vision plus globale. L'héritage d'Ed China. Le parcours d'Ed souligne un point souvent négligé dans le monde en constante. Évolution des médias et du divertissement automobile. Rester fidèle à ses principes. Ed aurait pu rester chez Wheeler Dealers.
Il aurait pu accepter son salaire et s'adapter à une version plus rapide et plus ostentatoire de lui-même. Il a abandonné une formule gagnante, car elle ne correspondait plus à sa conviction profonde. Le processus compte autant que le produit. Le comment est aussi important que le quoi. Cette décision, aussi risquée fût-elle, lui a valu le respect bien au-delà de la communauté des passionnés d'automobile. Il est devenu un symbole d'intégrité dans un secteur où le compromis est souvent la norme. Son engagement pour la transparence, la qualité et l'éducation n'a pas faibli lorsque les caméras se sont éteintes. Au contraire, il s'est renforcé. Aujourd'hui, Ed continue de produire Workshop Diaries, explorant toujours de nouveaux sujets, de nouvelles technologies et répondant à des questions que la plupart des émissions ne posent jamais. Et pour chaque adolescent qui prend une clé à molette pour la première fois, chaque garagiste aux prises avec un boulon récalcitrant, chaque ingénieur qui se demande s'il est possible de faire évoluer les vieilles machines vers un avenir plus propre et plus vert. Il est là, calme, patient et infiniment curieux. Sa présence en ligne est un véritable mentorat à grande échelle. Un rappel que l'artisanat n'est pas mort, que l'ingénierie est une question de résolution de problèmes, de patience et de détermination. Êtes-vous d'accord? Dites-le nous dans les commentaires.